ces pays-là, à vocation despotique, se sont renforcés grâce à la globalisation. Que la globalisation économique et culturelle ne les a pas absorbés, ne les a pas, au fond, arraisonnés au système libéral que nous connaissons, mais au contraire, leur a permis de poursuivre sur leur chemin despotique, sans rien céder, même parfois en renforçant leur dimension despotique. C'est le cas de la Chine, qui est un très bon exemple pour cela, qui arrive à intégrer technologie high-tech, innovation, sous toutes les formes possibles, et degré de fermeture et de contrôle jamais atteint, je crois, dans l'histoire d'ailleurs, et pas simplement en Chine. Dominique Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation pour l'innovation politique, plus connue sous le nom de Fondapol, et professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour discuter de liberté et de démocratie, avec pour objet principal le rapport que vous avez publié avec la Fondapol, avec pour titre « Liberté » au pluriel, l'épreuve du siècle, une enquête planétaire sur la démocratie dans 55 pays. Pour commencer, Dominique Régnier, je souhaiterais savoir pourquoi est-ce qu'il vous a semblé nécessaire d'établir un diagnostic sur l'état de la démocratie dans différentes régions du monde. Alors c'est la troisième enquête internationale que je mène avec la Fondation. Celle-ci est Liberté et l'épreuve du siècle, a le plus d'ampleur, le plus d'ambition, mais les deux précédentes étaient construites pour permettre celle-là. Où va la démocratie, puis en 2017, puis démocratie sous tension en 2019. On était passé de 27 à 42 pays, et là on est à 55 pays. L'intention, c'est de construire une sorte de baromètre de la démocratie dans le monde, parce qu'il y a un risque de fragilisation, parce que nous sommes dans une époque où peut-être nous avons atteint l'acmé du processus de démocratisation. Ça n'est pas du tout certain, c'est précisément ce qui est ouvert, ce que l'histoire va décider. Mais il y a réellement des signes d'épuisement de ce cycle de démocratisation qui avait été très fort à la suite, pour le dernier en tout cas, à la suite de l'effondrement de l'URSS, et qui aujourd'hui connaît une sorte de ralentissement, voire d'inversion, dans des logiques que l'on dit illibérales. Le terme prêterait à discussion, mais en tout cas, cela dit quelque chose. Et puis aussi parce qu'il y a, je crois, grâce à la globalisation et à ses richesses, il y a un renforcement spectaculaire, sans précédent, de puissances despotiques, qui donc ont le sentiment qu'elles peuvent à la fois être puissantes et despotiques, puissantes sans avoir à être démocratiques, et qu'elles peuvent donc offrir un modèle alternatif au modèle démocratique pour leur propre compte, mais aussi pour la marche du monde. Venons-en à ces puissances despotiques. Vous commencez votre rapport par la question de qui les démocraties ont-elles peur ? Et vous commencez avec cette comparaison avec la guerre froide. De quelle manière est-ce que cette comparaison avec la guerre froide nous permet de comprendre la situation actuelle des démocraties ? Alors c'est une bonne question parce qu'il y a des éléments de rapprochement et puis il y a comme toujours des éléments de limite. Il y a quelque chose qui fait retour, qui fait songer à la guerre froide, qui fait retour depuis, je dirais, le début des années 2000, et qui, au fond, est l'émergence d'une ambition, je vais dire d'une prétention, mais le mot peut prêter à confusion, d'une ambition de la partie du monde qui ne reconnaît pas les valeurs de la démocratie libérale, l'ambition de ne pas rejoindre ces valeurs. De réussir sans ces valeurs, et plus que cela même, d'agir pour que le monde se range sous des valeurs autres que celles de la démocratie libérale. Au fond, si on veut considérer que depuis la mondialisation, c'est-à-dire en gros entre la fin du XIXe siècle et puis les années 20, et la globalisation, depuis les années 90, on a toujours eu, lorsqu'il y a eu ces moments d'universalisation de la politique, on a toujours eu, on a deux fois, mais on a eu une référence à l'idéal démocratique à chaque fois. Et l'idée que le monde pouvait se concevoir comme cosmopolitique, mais sous un régime de type philosophique, de type libéral et démocratique.
On a eu bien sûr des vagues d'opposition à cela, on le sait, pour les forces totalitaires dans les années 30, les forces de l'Axe, puis la confrontation entre l'Est et l'Ouest, qui s'est terminée par la victoire de l'Ouest, pour le dire vite, de manière cavalière. Et au fond, on avait le sentiment que la globalisation était la consécration de la victoire du monde démocratique. C'est pas faux, mais l'histoire est un fleuve qui ne s'arrête jamais. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que nous retrouvons une confrontation entre des mondes et des modèles. Le monde, il faut bien le dire, occidental, démocratique et libéral d'un côté, et puis un monde peut-être plus oriental, despotique, avec la Chine, la Russie, j'ajouterais moi l'Iran pour être dans l'actualité, mais aussi la Turquie avec ses hésitations, et puis d'autres pays encore qu'on pourrait citer, mais là ce sont les plus importants, mais avec cet élément qui est nouveau, qui n'avait pas été anticipé, qui est que ces pays-là, à vocation despotique, se sont renforcés grâce à la globalisation, que la globalisation économique et culturelle ne les a pas absorbés, ne les a pas, au fond, arraisonnés au système libéral que nous connaissons, mais au contraire, leur a permis de poursuivre sur leur chemin despotique, sans rien céder, même parfois en renforçant leur dimension despotique. C'est le cas de la Chine, qui est un très bon exemple pour cela, qui arrive à intégrer technologie high-tech, innovation, sous toutes les formes possibles, et degré de fermeture et de contrôle jamais atteint, je crois, dans l'histoire d'ailleurs, et pas simplement en Chine. Donc une forme de despotisme capitaliste. Un despotisme high-tech. Alors un capitalisme, oui, vous avez raison, c'est une bonne remarque, au sens où c'est quand même fondé sur l'accumulation du capital et sur les effets de levier liés à l'investissement. Mais par contre, c'est un capitalisme sans libéralisme. Et ça, c'est une bonne occasion d'expliquer à toutes les personnes qui réfléchissent à ces sujets, qui s'y intéressent, que la confusion souvent pratiquée entre capitalisme et libéralisme n'a pas lieu d'être. Ce sont deux dimensions qui peuvent être d'ailleurs congruentes, on peut avoir besoin de les associer. Le libéralisme économique a besoin de capitaux, mais le capitalisme peut ne pas avoir besoin de libéralisme. On le voit encore une fois dans le cas de la Chine, et puis aussi de la Russie. Pour continuer sur la Chine et ce danger ou cette expansion du despotisme, vous parlez des ambitions de la Chine qu'on observe en particulier dans les pays avec des régimes politiques plutôt faibles. C'est notamment le cas sur le continent africain où la Chine déploie sa stratégie appelée les nouvelles routes de la soie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En quoi est-ce que c'est important pour la démocratie, les démocraties occidentales, de comprendre ce mouvement stratégique chinois? Alors, effectivement, ça me paraît en tout cas central, parce que cette idée d'une alternative à la démocratie libérale occidentale, explicitement défendue et promue par les Chinois, qui parlent de démocratie à la chinoise. Vous savez que les Chinois ne se considèrent pas en régime non démocratique, ils considèrent qu'ils représentent une forme alternative de démocratie, démocratie à la chinoise, démocratie nationale, et même une version nouvelle qui se nomme démocratie globale et qui va dans le sens de votre réflexion, c'est-à-dire démocratie globale au sens où le modèle chinois doit se propager dans le monde. Et là, moi, j'y vois quelque chose qui peut être d'une efficacité redoutable, parce qu'au fond, c'est évident que, comme régime despotique, le pouvoir chinois a besoin, pour assurer sa propre durée, sa propre pérennisation, il a besoin de réduire autant que possible, et je pense idéalement d'expulser de l'histoire, des formes fondées sur le consentement des gouvernés, puisque son propre régime suppose de n'en pas tenir compte et d'avoir une autre conception de l'intérêt des gouvernés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une conception de l'intérêt des gouvernés en Chine, mais ce n'est pas la même, et elle ne passe pas par leur consentement explicitement formulé. Et donc c'est une façon d'éviter ou de contenir la pression qui s'exerce sur la Chine en réalité, puisque la Chine, comme toutes les collectivités humaines, est en ce moment traversée par la question de la maîtrise de son destin, et les Chinois eux-mêmes revendiquent ce que nous appellerions, nous plus proprement, une démocratie de participation. Et le problème, c'est la possibilité d'une efficacité dans la stratégie chinoise. Donc encore une fois, je crois, moi, pour protéger les fondements de son propre système,
qui doit ne pas reposer sur le consentement des gouvernés et le pluralisme. Mais je crois que la manœuvre peut être efficace parce que, au fond, la proposition qui est faite aux gouvernements du monde entier, lorsqu'ils ne sont pas démocratiques, c'est « je peux vous aider à entretenir votre propre pouvoir sur votre population ». Et c'est un marchandage, un marché qui va intéresser énormément de chefs d'État et de gouvernements dans le monde, que d'avoir avec la Chine des relations qui passeraient par cet implicite d'une commune solidarité pour préserver les conditions de sa propre puissance locale. Et la Chine ne cesse pas de dire qu'elle n'a pas de remarques à faire sur les droits de l'homme, sur les libertés, sur les principes divers et variés. Et comme on le sait par ailleurs, même si la Chine n'a pas le monopole de la corruption, elle pratique à haute intensité la corruption des élus, la corruption des gouvernants. Encore une fois, ça n'est pas le seul pays qui fait cela, mais elle le fait d'abord, elle le fait chez elle, et puis elle le fait à l'extérieur avec beaucoup de systématicité et de science, en quelque sorte. Et donc, les élites au pouvoir, dans des pays qui pourraient devenir démocratiques, qui sont en voie de démocratisation possible, ou qui régressent, qui retombent, malheureusement, dans des processus de régression, bien trop, sont pour la Chine des points d'appui à sa lutte contre la diffusion planétaire de la démocratie libérale. Vous le dites, la Chine, elle a une stratégie, une systématique dans sa manière d'envisager l'avenir, et en particulier l'avenir géopolitique. Quelles conséquences est-ce que ça a pour les démocraties occidentales, pour l'Europe ? De quelle manière est-ce que cette forme peut-être d'aveuglement peut être un danger, ou est-ce que l'Europe a une stratégie ? Alors je suis obligé, même pour le dire de façon rapide, donc nécessairement sommaire, hein, mais je suis frappé par soit la naïveté, soit la cupidité de l'Europe à l'égard de la Chine. Il est possible que ce soit une combinaison des deux, hein, évidemment. Naïveté parce qu'on a cru, les Européens ont cru très nettement que l'intégration de la Chine dans l'OMC allait être au fond le processus d'incorporation de Pékin dans l'économie planétaire et qu'avec ça viendrait le reste, c'est-à-dire une société plus ouverte, plus mobile, plus transnationale et les valeurs venant avec. Une évolution lente, mais une évolution du système politique chinois. Ça, c'est, je dirais, la naïveté, au sens où le système politique chinois d'une part, n'a pas de principe de réforme en son sein, au plan politique, tient comme il est ou s'effondre, et d'autre part, au sens où, je passe rapidement là-dessus, mais le système politique chinois, et en particulier contemporain, et très largement Xi Jinping, ont un anti-modèle en tête, qui est Gorbatchev et la fin de l'URSS. Et pour eux, c'est vraiment la démonstration de l'impossibilité de maîtriser des processus de mutation et de sortie d'un modèle autoritaire vers un modèle démocratique et libéral. Et donc l'idée est de tout retenir, tout contenir pour rester tels qu'ils sont, avec un autre élément qu'il ne faut pas oublier, la conviction que cette forme de régime leur donne la stabilité qui permet la vision de longue durée, adaptée à notre époque, de grands bouleversements, alors que les démocraties sont dispersées dans des querelles sans fin et des allers-retours entre une option et une autre. On le voit par exemple sur le plan énergétique aujourd'hui en Europe. Et donc ne parviendront pas à prendre les bonnes décisions, y compris pour leur pays. Il ne faut pas oublier cette dimension-là. Et puis il y a la cupidité, parce que les Européens ont vu dans la Chine une immense occasion de faire des affaires. Et nous sommes effectivement dans des liens intenses avec la Chine. Le problème, c'est que nous en sommes le premier client. Donc c'est peut-être pas tout à fait les affaires à lesquelles on avait songé. Et on a tiré de cela une dépendance extrême qui nous place, nous, démocratie européenne en particulier, peut-être occidentale en général, mais qui nous place dans une situation de grande fragilité, de grande menace, ce que vient d'illustrer à sa manière la crise liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On comprend de qui les démocraties peuvent avoir peur. Vous parlez ensuite, ou le rapport parle de quoi les démocraties peuvent avoir peur.
Vous avez parlé des querelles internes, et un des sous-chapitres dont vous parlez, c'est la diversité culturelle. Cette difficulté que peuvent avoir les sociétés démocratiques à intégrer différentes cultures dans le processus démocratique, ce qui peut conduire à des conflits au final que le processus démocratique n'arrive pas à résoudre. Oui, en effet. Alors, il y a des mécanismes logiques qu'on peut observer. Les démocraties, ce sont des systèmes plus prospères que les régimes non démocratiques, plus riches. Ça, c'est établi, observable, tout à fait certain. Ensuite, les démocraties sont des systèmes ouverts par rapport à des systèmes fermés. C'est-à-dire qu'on peut se rendre plus facilement dans une démocratie que dans un régime non démocratique. Et même, on peut se rendre plus facilement dans une démocratie, y compris de manière dématérialisée, par le numérique en particulier aujourd'hui. Donc nous sommes des systèmes ouverts et prospères. Et enfin, troisième élément, nous sommes des systèmes démographiquement vieillissants. Et donc on a trois éléments qu'on peut garder présents à l'esprit, qui fait que nous sommes en quelque sorte à la fois des aimants, nous aimantons des populations qui nous rejoignent, et nous en avons besoin dans certaines conditions, et en même temps, ces populations, surtout pour les Européens, viennent de pays, de cultures très différentes, sur le plan des valeurs, en termes d'égalité, de liberté d'opinion, etc. Et donc là, c'est une grande expérience que nous faisons à l'échelle de l'histoire. Est-ce que nous sommes capables d'intégrer dans l'adhésion à nos valeurs les arrivants, ou est-ce que nous n'y parvenons pas ? On a une notion qui est très discutée, mais qui finalement est utilisée dans le débat public de manière très floue, qui est celle du multiculturalisme, puisque si on considère que le multiculturalisme, c'est l'aménagement dans nos sociétés démocratiques d'une pluralité de communautés qui n'adhèrent pas nécessairement aux mêmes valeurs fondamentales. Par exemple, s'il est considéré comme possible de ne pas croire en l'égalité des individus, en l'égalité entre les hommes et les femmes, en la liberté d'opinion, en la possibilité de critiquer la religion, etc. Si on considère qu'il est possible d'aménager des relations entre des communautés qui varient sur ces grandes valeurs, eh bien c'est une conception qui nous mène sans doute, et qui préoccupe beaucoup les démocraties occidentales, vers des conflits intranationaux, et même probablement la possibilité, c'est la logique de tout cela, d'un retour de la guerre civile dans nos sociétés. On pourrait avoir une autre acception, une autre compréhension, qui serait d'entendre le multiculturalisme comme des variations dans les systèmes culturels, mais qui ne peuvent pas atteindre les systèmes de valeurs. C'est-à-dire qu'on doit normalement, et c'est même dans un pays comme la France, c'est officiellement la règle, même si elle est moins respectée ou de moins en moins respectée, c'est l'idée que, par exemple, on peut être croyant ou pas, d'une religion ou d'une autre, en changer si l'on veut, ou ne plus en avoir quand on en a une, mais par contre, on ne peut pas, avec cette préférence personnelle ou cette croyance personnelle, on ne peut pas prétendre régenter la société. Or, nous observons, en particulier à travers l'islam, cette évolution-là, et des revendications sur les tenues vestimentaires à l'école, sur les systèmes, sur des régimes alimentaires, sur la liberté de la presse. Enfin, il y a 1000 exemples qui désormais sont présents, et pas simplement en France, dans le monde occidental. Donc là, on a un moment de choix, un moment de vérité. C'est-à-dire, oui, on peut avoir une pluralité de préférences culturelles ou d'adhésions personnelles, mais la règle commune, elle s'impose à tous et rien ne peut l'altérer sans le consentement de tous. Nous n'y sommes pas aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une espèce de succession de reculades, dans des concessions de plus en plus compliquées, où on peut avoir le sentiment, et je crois que ce sentiment existe dans les démocraties occidentales, que ce que moi j'appelle notre patrimoine immatériel, notre style de vie, pour le distinguer du patrimoine matériel dans mon vocabulaire théorique, à savoir le niveau de vie, eh bien notre patrimoine immatériel est aussi menacé, s'érode, et qu'au fond, les citoyens des démocraties occidentales, et européennes en particulier, plus encore,
sont menacés de perdre sur le plan du patrimoine matériel, par une baisse de leur niveau de vie, pour différentes raisons, et le patrimoine immatériel, par une perte de leur style de vie. Moi, j'attribue à ça, assez largement, pour prendre appui sur l'actualité, la victoire des démocrates de Suède, en Suède, et de Fratelli d'Italia en Italie, très récemment, ou les très bons scores de Marine Le Pen en France, et d'autres exemples très nombreux qui vont dans ce sens. Qu'est-ce que ces partis qu'on pourrait définir comme plutôt conservateurs, ou qu'est-ce que ces franges de la société ont que la société démocratique jusqu'ici n'a pas? Est-ce que c'est une forme de fermeté envers ses principes, cette sorte de loi commune dont vous avez parlé? Est-ce que c'est cette fermeté qui manque sinon autrement aux sociétés démocratiques pour faire face à des différences culturelles comme avec par exemple l'islam? Ce qui manque sans doute, enfin ce que les sociétés démocratiques ont eu, qu'elles ont perdu, mais c'est ainsi, c'est la vie. Tout finit par disparaître de toute façon. Hein. Et donc il faut des forces pour retenir ce qui peut disparaître, en tout cas si on y tient. Et donc il ne faut pas s'étonner que ça puisse être en voie de disparition. Il faut s'étonner si on souhaite que ça ne disparaisse pas, qu'on ne se mobilise pas pour le défendre. Et au fond, les sociétés démocratiques qui ont tellement réussi à combiner richesse matérielle croissante et droits et libertés en nombre croissant, les sociétés démocratiques ont fini par imaginer que l'on pouvait séparer la dimension globale, le gouvernement de la cité, qui se spécialiserait par hypothèse dans la gestion des biens matériels et des droits, et puis la vie des individus qui serait sous le régime précisément de l'individualisme, qui serait placé sous l'autorité des personnes elles-mêmes, et qu'il fallait au fond cesser d'avoir des principes en commun en quelque sorte. On a un cadre, on a des ressources, on distribue, mais on n'a plus besoin de principes communs. C'est, je pense, la fin de cette conviction-là. Elle a peut-être été efficace, elle ne l'est plus aujourd'hui. Et donc il y a la nécessité sans doute de remettre de la substance philosophique et politique dans la raison de faire société. Pas simplement l'efficacité managériale quand elle est là, parce qu'elle n'est même pas toujours là. L'efficacité managériale d'une société prospère, qui crée de l'emploi, de l'éducation, des services, etc., mais aussi une raison d'être philosophique, politique, morale, d'être ensemble, et qui doit être défendue en tant que telle. On a laissé ça aux individus. Chacun a sa propre raison d'être, et on doit préserver, c'est un peu je dirais, le discours qui tend à dominer aujourd'hui, en tout cas dans le champ du discours officiel. On doit laisser à chacun la liberté de définir sa propre existence. C'est une mauvaise compréhension d'ailleurs du libéralisme, ça au passage, hein, parce qu'il faut bien qu'il y ait des conditions historiques qui préservent la possibilité d'une liberté, non pas pour quelques-uns, mais pour tous. Donc c'est un appel au fond, au retour d'une philosophie politique, hein, dont les acteurs politiques, y compris les gouvernants, seraient capables je dirais, de justifier leur action et de défendre aussi, avec laquelle ils pourraient, cette philosophie, défendre la société. Ou si ce n'est l'enjeu pour les sociétés démocratiques dont on parle beaucoup maintenant, c'est le changement climatique. Et j'espère qu'il va maintenant vous donner la possibilité de parler de ces enjeux économiques, culturels et aussi philosophiques. Qu'est-ce que la démocratie nous dit sur le changement climatique, ou plutôt qu'est-ce que le changement climatique nous dit sur la démocratie? Est-ce qu'on peut avoir une perspective des enjeux à venir pour la démocratie face au réchauffement climatique? Oui, c'est une immense question, extrêmement importante. Au fond, si vous me permettez, je dirais d'abord les choses un peu rudement, pour essayer de ne pas être trop long là-dessus, et vous me direz si ça vous va, mais je crois que le réchauffement climatique est assez bien expliqué par ceux qui en sont les spécialistes, et on comprend bien, moi j'ai bien retenu que ce processus, qui avait des causes très, très profondes, hein, ce processus allait se déployer pendant très longtemps. Et quand on dit très longtemps, les spécialistes parlent en milliers d'années avant un éventuel
refroidissement. Évidemment, là, nous avons une expérience inédite dans le monde politique depuis qu'Homo sapiens existe. C'est l'idée qu'il faut nous projeter dans une durée qui dépasse, qui excède et de beaucoup les existences même des régimes, peut-être même des civilisations. C'est très curieux, ça. Et donc, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que il est certain que nous allons, même les plus jeunes ne verront pas autre chose que le réchauffement climatique, et leurs enfants et leurs petits-enfants de la même façon. Et donc, prendre soin de répondre aux défis du réchauffement climatique à partir de termes et selon un agencement qui ne contredit pas les réquisites d'un régime démocratique et libéral. Si on imagine, et je l'entends beaucoup aujourd'hui, alors ça varie sans doute selon les pays, mais il y a une espèce de panique climatique que l'on saisit, si la question est d'organiser la décroissance dans les pays riches, d'inviter les citoyens à réapprendre le froid, la faim, à renoncer aux espérances pour leurs enfants et leurs petits-enfants, il est évident que les régimes démocratiques n'y résisteront pas et ce sera très rapide. Le réchauffement politique, je dis bien politique, sera bien plus rapide que le réchauffement climatique. Et tous ceux qui défendent l'idée d'un effort sur nous, d'une inversion brutale de tout ce qui a fait, je crois, moi, depuis que Sapiens existe, de tout ce qui a fait l'élan anthropologique, c'est-à-dire l'émancipation par rapport aux souffrances, aux privations, aux contraintes, à tout ce qui empêche l'humanité de s'épanouir et de se révéler. Aller contre cela, c'est refabriquer une machine, mais chez nous, cette fois-ci, dans le monde démocratique, ce n'est pas l'extérieur despotique qui nous menacerait, c'est nous-mêmes, refabriquer une machine qui chercherait à contraindre cet élan anthropologique dont, je crois, la démocratie est l'expression la plus avancée et la plus pure même d'ailleurs, et peut-être même la seule possible. Et donc si nous avons la compréhension d'une réponse au réchauffement climatique par la décroissance, pour aller vite, nous irons très vite à la tyrannie. Populiste, peut-être, ou autre, mais nous irons très vite à la tyrannie. Et je fais remarquer qu'il y a des projets de réduction de notre consommation, on l'entend beaucoup ça, hein. On l'entend beaucoup en Europe, pas tellement ailleurs. Je fais remarquer qu'il y a 850 millions d'humains qui n'ont pas d'accès à l'énergie, pas d'accès direct à l'énergie, que c'est inacceptable au nom de l'humanité, que donc ces 850 millions d'humains, nous devons soit les tenir à l'écart de l'accès à l'énergie pour ne pas carboner, soit se dépêcher de les aider à avoir de l'énergie au nom de l'humanité et de l'idéal d'égalité, ce qui aurait ma préférence. Mais ça correspond, si chacune de ces personnes se met à consommer comme les Européens, ça correspond à 2 Europes en plus qui carbonent chaque année. On va dire qu'on va se contenter de la moitié. Nous aurons donc des individus 2 fois plus pauvres que nous, ce qui n'est pas très satisfaisant, mais qui correspondront à une Europe qui carbonera en plus. Donc de toute façon, on voit bien qu'il y a là une sorte d'impasse. Ce qui fait que l'orientation que nous devons avoir, c'est la décarbonation, la lutte pour préserver le climat et espérer qu'un jour il sera restauré. Eh bien, c'est d'une part l'adaptation au réchauffement climatique, qui est une évidence et une nécessité urgente, et d'autre part, un investissement très ambitieux intellectuellement et économiquement sur l'innovation et toutes les innovations possibles. Et il y en a beaucoup qui peuvent nous aider à affronter le réchauffement climatique et même nous aider à décarboner le monde. Pour éviter que la démocratie évolue vers une gouvernance tyrannique, comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir, en particulier l'avenir de l'école ou de l'université? J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant au rôle de l'enseignement dans la démocratie. Est-ce qu'on est préparé à être des démocrates? Je suis un peu triste de devoir répondre que l'école et l'université, et comme à chacune des questions que vous posez, qui sont des vastes questions, on ne peut faire que des réponses un peu trop générales, mais c'est comme ça, c'est l'exercice. Mais je trouve que dans le monde occidental, en tout cas, en Europe c'est sûr, et en France aussi, l'école et l'université
année après année, c'est pas tout à fait récent, mais se détache de cette mission, en tout cas peut-être pas officiellement, mais ne remplit plus les conditions pour accomplir correctement cette mission. L'école et l'université, c'est le lieu de l'apprentissage. Il n'y a pas de citoyenneté sans connaissance, il n'y a pas de vie heureuse sans connaissance, indépendamment même de la citoyenneté. C'est le lieu où progressent les connaissances par la recherche, par l'innovation, où ceux qui ont appris à leur tour découvrent, puis enseignent à ceux qui arrivent, etc. C'est aussi le lieu de l'apprentissage du pluralisme des idées, de la discussion, de la mise en relation avec des paradigmes différents, permettant à chacun de peser, et puis finalement, à un moment donné, éventuellement de choisir, peut-être pas définitivement, peut-être définitivement. Et ça, nous le perdons beaucoup. De plus en plus nettement, l'école et l'université sont des machines à produire, à diffuser, surtout à diffuser d'ailleurs, une sorte de doxa, de dogme qui est censé mobiliser les esprits, et toujours avec des arguments, je dirais, évidemment d'intérêt général. Alors là, c'est très clair sur le climat, par exemple. L'université ou l'école et l'université peuvent être excessives sur la question du climat et générer, y compris dans les nouvelles générations, ce qui moi me préoccupe, une anxiété, un sentiment d'horizon barré, de monde sans espoir, ce qui est tout à fait faux, absolument faux et certainement faux, et de décourager les jeunes générations de s'engager pour leur propre compte, et puis celle de leur valeur, de s'engager dans le monde qui vient. Donc il y a quelque chose là de très morbide, je trouve, régressif, et qui est aussi, parce que c'est fondé sur la peur, une angoisse ici, une peur sans identification claire, c'est aussi une façon je trouve, de discipliner, de gouverner les esprits. On abuse aujourd'hui le recours au gouvernement par la peur. Vous avez parlé de morbidité et du danger de manque de préparation pour la démocratie. Un chiffre intéressant dans votre rapport, c'est que 57% des personnes interrogées sont en faveur de la peine de mort. Ma question, elle concerne le rapport entre la démocratie et la liberté. On voit que la démocratie, dans de nombreuses situations, elle peut créer une société illibérale et menacer la liberté. Comment est-ce qu'on peut parler de cette tension, de ce rapport entre démocratie et liberté, et quels sont peut-être les dangers de la démocratie pour la liberté ? Ce sont des questions qui s'enchaînent parfaitement, je trouve, dans l'ordre logique des choses. En tout cas, c'est comme ça que je les reçois, parce que ça nous permet de souligner que ce n'est pas parce qu'un régime est démocratique, par son histoire, par sa culture, par ses institutions, qu'il va le rester. Nous sommes sûrs que nous ne serons pas toujours démocratiques. En tout cas, moi je pense qu'il faut y songer, parce que tous s'affaiblit et tous finit par disparaître. Et c'est pourquoi, au cœur d'une société démocratique, il est nécessaire de soutenir sans cesse les éléments qui réactivent l'idée démocratique. Les contre-pouvoirs, le pluralisme, la liberté d'opinion, la liberté de caricature, la liberté, la possibilité de blasphémer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas soi-même, il faut le supporter, l'ironie, la moquerie, etc., mais aussi la critique frontale, l'opposition à telle ou telle politique publique. Enfin, tout cela doit être considéré comme la pulsation, au fond, de la vie démocratique. Et nous avons plutôt tendance, depuis quelques années, à corseter la vie démocratique et même le débat. Nous avons tendance on ne se rend pas compte, nous avons tendance à censurer beaucoup plus. Nous avons beaucoup plus de nos échanges qui se font par les réseaux sociaux, dont nous ne sommes pas maîtres, par le numérique, dont nous ne sommes pas les organisateurs ni les régulateurs. Et donc, soit parce qu'il y a des peurs, par exemple la peur de caricaturer, ou la peur de parler de tel ou tel sujet, parce que tel ou tel groupe peut être extrêmement virulent ou
très susceptibles, soit parce que les structures elles-mêmes, j'ai parlé des réseaux sociaux, ne sont pas entre nos mains et ont des principes de régulation qui renvoient aux logiques légitimes d'une entreprise transnationale, mais problématique quand il s'agit de la liberté d'expression. Toutes ces mécaniques-là sont en train d'asphyxier la respiration des démocraties, d'en limiter l'ampleur et peu à peu de les, je pense, moi, de les étouffer. Il faut insister là-dessus parce que la grande différence avec la Chine, c'est ça en fait. Ici, nous pouvons nous disputer, nous pouvons critiquer, nous pouvons nous moquer. Et c'est comme cela, c'est dans ces conditions, et c'est depuis que nous sommes comme cela que nous avons innové, inventé, découvert. Quand nous commencerons à renoncer à cela, nos élites ne seront plus capables, parce qu'elles seront l'émanation de cette culture censurée, craintive, apeurée. Eh bien, quand nous aurons des élites émanant d'une telle société, et c'est déjà le cas, hein, eh bien, nous perdrons les avantages de la liberté, et à ce moment-là, nous laisserons comme seule alternative des sociétés un peu moins libérales que nous, un peu moins démocratiques que nous, mais pas fondamentalement différentes de nous. Merci de vos réponses sur cette thématique de la démocratie et de la liberté. Je rappelle le titre de votre rapport, « Liberté, l'épreuve du siècle », une enquête planétaire sur la démocratie dans 55 pays. J'insiste sur ce fait que ça a été une enquête internationale, ce qui, à mon sens, renforce aussi l'intérêt de ces réponses. On observe bien les différences entre les différentes régions à travers le monde. Une deuxième thématique à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est la question de l'humain et des NBIC, dont vous allez nous parler dans un instant. Vous donnez en ce moment, mais depuis 10 ans, sauf erreur, un cours à Sciences Po Paris sur cette thématique. Ça nous permet, comme on l'a fait maintenant avec la démocratie, également de jeter un regard vers le futur pour comprendre comment l'humain, mais aussi la communauté humaine, peut évoluer. Pour commencer, Dominique Régnier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les NBIC et de quelle manière est-ce que ça influence ou influencera la vie humaine? Alors, très volontiers, les NBIC désignent, donc l'acronyme désigne les nanotechnologies, les biotechnologies, on va dire les sciences informatives, hein, l'informatique et l'intelligence artificielle, et puis les sciences cognitives. On utilise l'acronyme pour localiser un carrefour de savoir à partir duquel, presque assurément, se configure notre futur. Et le XXIe siècle est d'ores et déjà très largement dépendant de ces NBIC, de ces nouvelles sciences et de leur interaction, de leur métissage. C'est un univers qui est tout à fait impressionnant parce qu'il est en train de féconder beaucoup de découvertes dans des domaines absolument stratégiques. Les plus massifs que l'on voit, c'est l'édition du génome, c'est la capacité de mettre en culture des organes pour les greffer ensuite sur les humains qui en auraient besoin. Alors ça répond à des problèmes très, très dramatiques, hein, de pénurie d'organes pour les greffes. Et donc c'est une solution qui apparaît comme très juste, mais parfois ces organes mis en culture, c'est même la tendance actuelle, sont des organes d'animaux non humains, comme l'on dit dans ce vocabulaire philosophique. Récemment, un cœur de cochon qui a été greffé sur un humain, qui a vécu quelque temps avec, et on sait que si il a perdu la vie assez rapidement, ça n'est pas parce que le système n'est pas au point, c'est parce qu'il y a eu un problème d'infection à un stade de l'opération, mais on considère aujourd'hui que c'est tout à fait possible de l'améliorer et que donc c'est une piste solide. On va mettre en culture des organes d'animaux qui ont été déterminés par le génie génétique pour être à terme implantés dans des humains. C'est pour illustrer la chose, hein, mais on pourrait trouver d'autres exemples qui sont toujours un peu spectaculaires, mais qui ont quand même l'avantage d'ouvrir toutes les portes de cette promesse des NBIC qui parfois sont associées à
une sorte de philosophie politique, de projet politique. Tout ça est un peu plus confus. Il y a des textes qui circulent beaucoup, parfois très naïfs, parfois enthousiastes, parfois plus solides, sur l'idée d'une transhumanité, d'un transhumanisme, d'une post-humanité, d'une humanité augmentée dans ses capacités, ses compétences, par l'homme lui-même. Et au fond, le point d'arrivée aujourd'hui de grande concentration de CNBIC, c'est sans doute la médecine, même si ce n'est pas le seul. La médecine, puisque là le corps humain en est le sujet, l'objet, et on passe, on dit classiquement, je ne suis pas d'accord avec cette distinction, mais elle est claire au moins, on passe d'une médecine de réparation à une médecine d'augmentation. Et j'ai un désaccord avec cette distinction, mais on ne peut pas le développer trop longtemps, mais enfin, parce que il me semble que, là encore, dans le fait anthropologique, c'est-à-dire l'existence de l'humanité, disons depuis Sapiens, dans le fait anthropologique, il y a comme élément constitutif et déterminant cette volonté acharnée d'échapper aux conditions données par la nature. Nous sommes l'espèce qui veut s'inventer elle-même depuis le début. Et c'est la raison pour laquelle nous avons inventé immédiatement, je dirais, des univers artificiels nous permettant de prolonger notre existence au-delà de ce qui était autorisé au départ par la nature, de maîtriser le monde, d'agir sur nos corps pour les réparer, et de chercher, parce qu'on le trouve, c'est sans âge ça, hein, de chercher le secret de l'immortalité. C'est sans âge. Alors ça faisait sourire il y a un demi-siècle, un siècle, parce que c'était un petit peu un mythe, hein, en quelque sorte, mais ce mythe n'a jamais cessé, et il a inspiré une recherche qui, aujourd'hui, prétend, alors là, pour le meilleur ou pour le pire, c'est un autre sujet, mais qui prétend aujourd'hui s'en rapprocher. Et quelles sont les principales chances et les principaux dangers de ce transhumanisme comme continuité de l'ambition humaine à devenir immortelle ? D'abord, il y a une sorte d'irrépressibilité. Hein, c'est un mouvement qui va se poursuivre. Je ne crois pas qu'on puisse le contenir. Et donc, là, s'il y a des avantages à en tirer, et il y en a, c'est sous un régime de contrôle et de régulation. Je pense en termes philosophiques et moraux, hein, mais aussi d'organisation, d'institutions adaptées, et probablement pas simplement à l'échelle nationale. C'est évidemment pas possible. Il y a des choses à l'échelle internationale, je ne vais pas les citer, mais enfin elles sont elles font des choses, mais encore très impuissantes à réguler tout ça, pour éviter les dérapages, parce qu'il y a énormément bien sûr, de bénéfices à tirer de cela, pour réduire la souffrance humaine, pour guérir de pathologies qui sont aujourd'hui impossibles à guérir. Il y a des réponses formidables et réellement à portée de main pour des personnes qui ont perdu la vue ou qui ne l'ont pas eu, pour des personnes tétraplégiques, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'éléments très prometteurs et vers lesquels nous allons naturellement. Nous avons toujours fait cela. Et puis, il y a l'autre dimension qui est plus préoccupante, c'est évidemment la création d'une espèce humaine concurrente de l'espèce à laquelle nous appartenons, d'une sorte de super-espèce humaine qui aurait les moyens, au fond, économiques, hein, de se doter de ces augmentations et qui pourrait, à quelques millions, quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions tout au plus, qui pourrait dominer l'humanité qui, elle, dans sa grande partie, serait assignée à une vie, je dirais, d'humain ordinaire. Donc c'est ça la grande difficulté. Et puis enfin un mot là-dessus, mais pour terminer là-dessus, mais le risque que le pouvoir politique, on le voit déjà en Chine, le pouvoir politique s'empare de ces technologies pour asseoir le contrôle des populations, y compris dans leur dimension génétique. Pour conclure, j'aurais une question sur votre définition de la liberté. Est-ce que quand on est un homme augmenté, un transhumain, est-ce qu'on est plus libre ? Plus libre ? Alors, on pourrait définir la liberté par cette augmentation de nos capacités si on conçoit la liberté comme un pouvoir d'agir sur soi, sur le monde. On peut donner à la liberté un contenu qui serait
différent, pas nécessairement d'ailleurs exclusif de l'idée de la capacité, parce qu'il faut une capacité, mais qui serait différent et qui intégrerait, je dirais, une sorte d'émancipation, un processus d'émancipation à l'égard de ces formes archaïques de pouvoir et d'autorité, pour aller vers une liberté qui serait aussi un épanouissement de la communauté humaine et un épanouissement de soi. Merci, Dominique Régnier. Merci à vous. Pour conclure, une dernière question. Votre recommandation de lecture en lien avec la liberté, si vous partiez demain sur une île déserte, quel livre prendriez-vous avec vous? Alors, sur une île déserte, c'est trop radical, mais en tout cas, une recommandation de lecture, c'est un texte de 2004 de Raymond Boudon, qui me paraît très important aujourd'hui à relire ou à lire. Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme? C'est vraiment une réflexion qui s'inscrit d'ailleurs dans des réflexions antérieures sur ce sujet-là, qui nous permet de voir ce qui peut aujourd'hui menacer les sociétés libérales, en ce sens que ce sont les seuls qui accueillent ce rôle critique qui est au fondement du libéralisme, et ce sont par là même celles qui font l'objet de la critique la plus radicale. Évidemment, il n'y a pas d'intellectuel pour faire la critique du système russe à l'intérieur ou du système chinois à l'intérieur. Par définition, on le comprend tous. Mais il faut ne faut pas oublier de se dire que la seule partie du monde où la critique s'exerce, c'est le monde démocratique. Et c'est malheureusement pour cela que la critique s'exerce principalement sur la démocratie. C'est aussi pourquoi nous n'avons pas beaucoup d'intellectuels qui aiment le libéralisme, et il faudrait s'en méfier. Merci, Dominique Régnier. Merci à vous. Bonne journée. Merci et à bientôt. Aussi. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.